BFM Business, BFM Crypto, le club. 16h35 tous les jours, le club BFM Crypto fait sa rentrée, sa grande rentrée aujourd'hui au quotidien. Bien sûr, votre rendez-vous crypto pour vous aider à mûrir dans cet univers encore naissant et en effervescence. Pour nous accompagner aujourd'hui, Pauline Armandet, notre journaliste crypto sur BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Et votre newsletter chaque lundi, c'est ça, ça tombe bien. Elle est publiée la newsletter, ça y est, d'aujourd'hui ? Ça sera publié à 18h. Ce sera à 18h. Newsletter gratuite, bien évidemment, pour vous tous qui nous suivez régulièrement. Et puis notre fil crypto aussi sur Twitter, notre fil BFM Crypto. Il vient de nous rejoindre aussi Pierre Morisot. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bienvenue, cofondateur, directeur général de Waltio. On va parler bien sûr de l'actu qui a animé les cryptos cet été sous l'angle fiscal, notamment pour ceux qui souhaitent investir. C'est une question majeure, bien évidemment. La fiscalité peut clairement impacter la rentabilité si l'on s'y prend mal et que l'on ne fait pas les meilleurs choix. Vincent Bois aussi nous accompagne. Quel potentiel pour les cryptos. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyste technique pour IG. On est ravi aussi de vous retrouver Vincent. On a toujours ce Bitcoin au même endroit que là où on l'avait laissé avant l'été, aux alentours des $20 000. Rapidement, quel bilan tirez-vous de l'été pour le Bitcoin et surtout quel potentiel pour la suite, Vincent, d'après vous ? Alors en effet, on n'a pas fait beaucoup de chemin depuis la dernière fois, où on faisait cet exercice. On est revenu sur les mêmes niveaux. Pour autant, on est allé chercher ces $25 000 qui était l'objectif fixé et donc qui reste un niveau déterminant. Même si nous avons une tentative de rebond, eh bien les $25 000 va être déterminant. On a vu durant l'été justement ce rebond qui s'est dessiné également sur les marchés traditionnels et dont le Bitcoin et les crypto-monnaies ont profité, l'Ether notamment, et ici un retour en arrière qui a été amorcé plutôt techniquement sous les $25 000 et puis un retour aggravé bien entendu par les commentaires de Jérôme Powell et par la situation. Donc actuellement c'est plutôt une attente, mais un risque plutôt baissier qui persiste. On est sur des niveaux techniques. Le rebond actuellement qui est plutôt explicable par ce niveau psychologique majeur, l'ancien plus haut historique du précédent bull market, marché haussier de 2017, que nous avons. Et donc, c'est 19 800 qui tentent toujours de maintenir la tendance. Rebond haussier que l'on voit rapidement également sur les indices américains, mais le risque demeure. Et donc, malgré cet été un peu en tentative de rebond, mais sans réel avancement, eh bien, nous sommes actuellement toujours dans un niveau de risque élevé et donc la tendance baissière devrait ou pourrait se poursuivre. Le niveau technique, puisqu'on parle d'analyse technique ici, 19 800 s'installer, si on voit le Bitcoin s'installer sous les 19 800, eh bien, nous pourrions aller chercher un autre niveau, à peu près à $1 000 plus bas, vers les 18 700, 18 800, qui avaient aidé au rebond en juillet, justement. Par la suite, les 17 500 paraissent tout à fait envisageables. C'est le plus bas annuel que nous avons et le plus bas depuis plusieurs trimestres maintenant. Sous ce niveau, attention à l'accélération. Nous ne sommes pas ici. Pour le moment, c'est l'hésitation. Et donc, pour moi, le rebond reste technique sur ce niveau psychologique. Les marchés traditionnels, comme les crypto-monnaies, devraient poursuivre cette baisse dans cet univers actuel et bien entendu du fait des commentaires que nous avons. Donc voilà un peu à la baisse, le maintien sous les 19 800, attention à un retour vers les 18 700 à premier abord. Voilà. À la hausse, à court terme, on va essayer de tenter le dépassement des $20 800 pour essayer d'envisager un retour haussier. Sous les 25 000, pour moi, le risque est baissier majoritairement. Autant de seuils techniques que vous identifiez et qui ne constituent en aucune façon des conseils d'investissement. Et on le rappelle pour ceux qui nous suivent chaque jour et qui souhaitent investir en crypto, on leur rappellera aussi de n'investir que l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Ça reste un univers extrêmement spéculatif, bien sûr. On évoquait le Bitcoin, mais c'est d'Ether et d'Ethereum qu'on va peut-être le plus parler en ce mois de septembre, avec le fameux merge, le passage en proof of stake. L'Ether a largement, dans l'Ethereum, c'est la blockchain. Donc l'Ethereum a largement surperformé le Bitcoin ces dernières semaines. Est-ce que cette tendance-là se poursuit à mesure qu'on s'approche de la date fatidique du merge d'Ethereum ? Alors, c'est un point positif, en effet, puisqu'on l'a vu, la différence entre la hausse du Bitcoin et celle de l'Ether, justement, puisqu'on a plus que doublé sur l'Ether pendant ce rebond haussier qu'on a évoqué sur le Bitcoin durant l'été. Donc on voit tout de même que probablement The Merge est en train de pousser un peu plus les rebonds haussiers, mais
si les marchés traditionnels, le Bitcoin en général, restent sur cette tendance et ce risque baissier, eh bien la baisse pourrait également s'observer sur l'Ether. Et étant donné l'avance et la hausse que l'on a eu précédemment, attention en cas d'accélération baissière qui pourrait être plus importante sur l'Ether. Donc oui, The Merge est très positif pour l'écosystème et peut-être pour amener les investisseurs à se tourner un peu plus vers l'Ether, mais la condition dominante reste l'état des marchés en général, traditionnels et crypto-monnaies. Et donc, en cas de poursuite de la baisse, cet événement pourrait ne pas aider dans un premier temps l'Ether à progresser davantage que les autres crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Merci beaucoup, Vincent. Et là, voilà. Je vous ai coupé, je crois, Vincent. Mais on aura l'occasion de vous retrouver, peut-être mercredi d'ailleurs. Vincent Bois avec nous depuis IG en direct. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette grande rentrée du club BFM Crypto. Pierre Morisot pour Waltio nous accompagne toujours, ainsi que Pauline Armandet, notre spécialiste crypto, notre spécialiste maison sur BFM Business. Pauline, je vous ai aperçu à la plage en fin de semaine dernière. Je vous ai vu. Vendredi, devant l'océan, c'était en direct sur BFM Business. Vous étiez là, devant cet océan magnifique, il était presque turquoise, un grand ciel bleu. Pas parce que vous passiez du bon temps, quoique d'ailleurs. Vous participiez à ce sommet, cette grande conférence consacrée au Bitcoin, Surfing Bitcoin. Vous y étiez, c'est l'événement principal de la communauté Bitcoin ici en France et peut-être au-delà. C'est pas la première fois que vous participez à ce sommet à ce sommet Surfing Bitcoin. Qu'est-ce qui ressort de l'édition 2022 alors que le Bitcoin a pas mal chuté ces derniers mois? Quelle était l'ambiance? Quel est votre sentiment général sur cette édition de Surfing Bitcoin, Pauline? Alors, effectivement, il y a quelques petits changements notables par rapport à cette première édition de 2020. Déjà, au niveau du nombre de participants. En 2020, il y avait 120 participants. 2021, 700. Là, on passe à 2000 participants. Donc, on voit vraiment que c'est un événement qui commence à devenir majeur en Europe. Aussi, il y a beaucoup de profils qui changent. Il y a toujours les cypherpunks, les bitcoins maximalistes, des développeurs. Mais à côté de ça, il y a aussi des curieux, des particuliers, différents types de métiers, des gens dans la santé ou autre. Enfin, je veux dire, des gens qui s'intéressent au bitcoin, qui ont soit déjà investi, soit qui veulent investir et qui venaient à titre d'information. Par contre, finalement, il n'y a pas un grand changement au niveau du nombre de femmes qui ont participé à l'événement, parce que c'est Jonathan Ercovici, l'organisateur de l'événement, qui me l'a confirmé aujourd'hui. Depuis 2020, donc la première édition, on est à 18% de femmes qui ont participé à cet événement. C'est plus un rendez-vous pour les amateurs de barbecue, dira Sandrine Rousseau, c'est ça? En tout cas, ça n'a pas changé d'édition en édition, donc c'est quand même assez étrange, parce que l'écosystème crypto, on le voit, se diversifie et de plus en plus monte en puissance, mais au niveau des femmes, il y a quand même un manque de féminisation dans l'écosystème. Et on attend que Sandrine Rousseau nous dise que la crypto est trop genrée. Attention. Ça pourrait permettre de faire le buzz. Comme les barbecues. En effet, non, mais c'est intéressant de voir l'évolution néanmoins de la sociologie. Vous le disiez, beaucoup plus de particuliers que sur la première édition et une démocratisation, bien que masculine, qui continue cette démocratisation de se développer. Les sujets abordés, parce qu'on sent qu'on est sur une forme de carrefour pour les cryptos entre la régulation, la baisse récente de la plupart des cours, l'indexation, la corrélation au marché financier. Bref, il y a beaucoup de questions existentielles qui se posent aujourd'hui au monde crypto. Quelles étaient les grandes tendances, les sujets principaux abordés dans cette conférence Surfing Bitcoin? Là, je ne sais pas si on peut dire que c'est un paradoxe, mais c'est vrai qu'on avait des sujets qui allaient du sujet très grand public sur le Bitcoin. On avait eu par exemple la diffusion du documentaire Le mystère Satoshi, donc qui expliquait vraiment les fondamentaux de la blockchain Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et puis à côté de ça, on avait aussi différentes conférences qui là étaient très très pointues, par exemple sur Bitcoin Core, le logiciel open source de la blockchain Bitcoin, avec de nombreux développeurs, que ce soit côté Bitcoin comme côté Ethereum, l'autre blockchain. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des débats super intéressants, à la fois pendant les conférences, mais aussi hors des conférences, notamment sur la terrasse du casino. Bon, et la baisse du Bitcoin, d'autant que en plein Surfing Bitcoin, le Bitcoin est repassé sous les 20 000 $, c'était vendredi. L'ambiance autour du Bitcoin, elle est plus sombre, morose que les années précédentes en 2022 ? Alors,
j'ai l'impression qu'il y avait vraiment deux types de discours dans les salles de conférence, notamment qui étaient animées par des gens qui sont relativement convaincus par le Bitcoin. Il y en a encore beaucoup qui disaient le Bitcoin baisse, c'est le moment d'investir, ce type de discours. On a même le français Sébastien Gouspillot, qui est mineur de Bitcoin, qui a dit moi c'est la première fois que je pourrais vous dire que c'est assez intéressant de rentrer dans l'industrie du minage. Il l'a dit de manière assez drôle, en fait, sous forme de stand-up. Donc il y avait un peu les deux discours par rapport à l'ambiance générale et notamment à cette chute du Bitcoin, mais on sentait quand même des tensions palpables au niveau de l'écosystème, parce que il y a les acteurs de l'industrie qui se disent si le Bitcoin chute de manière encore plus brutale, s'il atteint les 10 000, les 9 000 $, ça va quand même faire du mal à l'écosystème. Donc il y avait ces deux types de discours. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas si tu veux réagir, Pierre. Oui, Pierre, vous y étiez également sur place à Biarritz, parce qu'on devait parler Bitcoin, pas parce qu'il y a une plage et l'océan à côté. Non. Tout à fait. Vraiment pour travailler. Exactement. C'est aussi un moment qui est parfait pour prendre un peu de recul et apprendre, parce que les experts, différents professionnels autour de Bitcoin sont réunis. Moi, en tant que chef d'entreprise dans l'écosystème Bitcoin et crypto-monnaie, ce que je vois, c'est que avoir cette phase où les cours baissent, après 1 an et demi de très forte hausse, ça fait du bien un peu, parce que ça a été quand même relativement intense. Et la deuxième chose, c'est que on voit les équipes, les informaticiens, toutes les personnes de l'écosystème qui peuvent se concentrer beaucoup plus sur construire les infrastructures dont on a besoin, construire les outils qui permettent la démocratisation, beaucoup plus que de regarder les cours, de suivre, de spéculer. Donc, en tout cas, c'est vraiment un bon moment pour se concentrer et se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à l'écosystème crypto nous-mêmes, plutôt que de rechercher des gains court terme. Oui, parce que même si les cours ont chuté, le développement de l'écosystème se poursuit, et on en parlera dans un instant. Le PDG de Mastercard a fait des annonces récemment sur le paiement en crypto via Mastercard. C'est important, et vous nous direz tout dans une poignée de secondes. Juste avant, Pauline, toujours pour parler de Surfing Bitcoin, parce que c'est le grand rendez-vous de la rentrée pour l'univers crypto. Vous y consacrez tout un article aussi dans votre newsletter, à ne pas louper, vous qui nous suivez sur BFM Business, 18h, abonnez-vous, elle est gratuite cette newsletter. Le condensé de Surfing Bitcoin et les grands enjeux de la rentrée. Des grands enjeux pour un écosystème qui est aussi en pleine transformation, avec de nouvelles craintes aussi qui sont en train d'émerger, Pauline. Oui, parce qu'effectivement, au Surfing Bitcoin, alors on a beaucoup parlé de Bitcoin, mais on a aussi parlé d'autres projets, notamment qui sont en cours au sein de l'écosystème. Il y a eu un débat qui était intéressant, notamment sur l'événement que vous citiez, Guillaume, The Merge, qui concerne effectivement la blockchain Ethereum, cette transition entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Et il y avait des questionnements qui étaient aussi autour de cet événement. J'ai parlé à certains participants, et ça s'est même dit en salle de conférence. Certains acteurs se demandent si soit cet événement peut encore être décalé, soit il peut peut-être potentiellement échouer d'ici là une quinzaine de jours, et quel serait l'impact aussi sur l'écosystème crypto. Donc on voit en fait que les différents acteurs aussi s'observent, les différentes blockchains. Est-ce que vous sentez que les bitcoins maximalistes, ceux qui ne croient qu'au bitcoin, sont inquiets du merge, du passage de l'Ethereum en proof of stake? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez senti là-bas à Biarritz que ça les inquiétait? Je pense que ça les inquiétait pas trop, parce que les bitcoins maximalistes, ils tiennent leurs idées, ils vont vraiment revendiquer à la fois cette blockchain et cette crypto-monnaie. Donc ce qui est intéressant, c'est les échanges qui ont pu avoir lieu au cours de la conférence. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va se passer le 15 septembre. C'est le 15 septembre, la date du passage au proof of stake? Aux dernières nouvelles, c'est le 15 septembre. Oui, parce que ça change régulièrement. En tout cas, changer. septembre. On reste sur septembre. Pierre? Peut-être pour rebondir dessus, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, pour que Bitcoin change, il faut qu'il y ait un accord de l'intégralité des validateurs et donc des membres du réseau. Et donc, en fait, c'est quasiment impossible d'avoir cet accord complet. Donc, le protocole Bitcoin est fait pour ne pas changer. Donc, des évolutions de d'autres chaînes ou autres sont perçues par les profils Bitcoin maximalistes, donc très enthousiastes et dédiés à Bitcoin, comme, on va dire, quelque chose de secondaire et n'étant pas dans, on va dire, la perfection arithmétique qu'est Bitcoin, et le fait que ça reste la même chose et le même code. Ah oui, donc pour eux, le fait qu'Ethereum fasse évoluer sa blockchain est un signe de fragilité comparé à l'immuabilité du Bitcoin et de sa blockchain. Tout à fait, oui.
Bon, au-delà des conférences, vous avez fait des rencontres sympas, intéressantes, stimulantes, surprenantes au cœur de Surfing Bitcoin, Pauline ? Oui, il y a eu pas mal de rencontres intéressantes et d'ailleurs, ça fera l'objet de papiers sur BFM Crypto. J'ai rencontré notamment une personne, enfin c'est un particulier, il s'appelle David Saintonge, un Québécois qui est directeur en informatique et qui est venu exprès en fait du Québec pour l'événement. Et en fait, il n'est pas venu sans rien. Il est venu avec 1500 billets de bolivars du Venezuela parce qu'on le sait, voilà, le pays fait face à une très forte inflation et à une dévaluation de sa monnaie. Et il est venu avec tous ces billets pour pouvoir montrer en fait les ravages de l'hyperinflation et notamment les conséquences sur les citoyens. Donc il a un peu distribué ces billets à tout le monde lors de l'événement en expliquant qu'en gros ces billets ils avaient une valeur qui était bien inférieure à celle d'un marque-page, notamment voilà si on veut les utiliser. Et quand je l'ai aussi interrogé sur ça, sur ce coup qu'il voulait marquer à l'événement, il explique qu'en gros ce qu'il veut montrer c'est il veut mettre en opposition les effets extrêmes possible d'une politique monétaire fiat, classique, et la politique monétaire fixe et permanente de Bitcoin, puisqu'on le sait, 21 millions de jetons sont limités. C'est ce qu'il a voulu montrer. Et pour la petite anecdote, quand il était à l'aéroport et qu'il avait transporté tous ses billets dans la valise, la personne qui a ouvert sa valise lui a pas dit, a vu ses billets et lui a seulement demandé de sortir son dentifrice de la valise. Il n'avait rien à faire de tous ses billets verts dans la valise. Voilà. Donc il est arrivé au Surfing Bitcoin avec tous ses billets. Mais au-delà de l'anecdote, ça permettait de parler inflation, Bitcoin, politique monétaire. Donc on avait beaucoup de débats. Et vous avez donc vu des pétros de vos yeux. Ça existe. Ça existe. Et vous l'avez touché ? Oui. Oui, d'accord. Bon. Vous l'avez croisé aussi Je l'ai croisé et je suis revenu avec aussi quelques marque-pages. Et des idées, des pistes pour ceux qui souhaitent investir éventuellement en crypto, qui sont prêts à prendre des risques. Avec les idées bien en place, c'est important d'avoir les idées bien en place avant de se lancer dans ce type d'investissement spéculatif, voir comment l'écosystème est en train d'évoluer, sur quelle pente il évolue, sur quelle pente il est en train d'avancer, sur quelle arête parfois particulièrement pentue ou glissante on est en train de voir cet écosystème se constituer. Et on voit aussi des bons signes, notamment le PDG de Mastercard qui s'est donc exprimé récemment, Pierre, sur le paiement en crypto-monnaie. Mastercard fait un pas vers les cryptos et les cryptos feront donc un pas vers Mastercard, on peut le voir comme ça ? En effet, le mastodonte Mastercard annonce, donc le PDG, leur CEO annonce publiquement sur son profil LinkedIn travailler avec Binance et vouloir proposer une solution de paiement pour ses commerçants et en 10 ans vouloir cibler 90 millions de ses clients. C'est colossal. C'est absolument énorme comme annoncement. Pour être très honnête, on a quand même eu peu d'informations autour, donc on reste en veille et on va voir ce qui va arriver. Mais en tout cas, ça annonce que toujours ces grandes institutions financières traditionnelles, même si c'est un service technique super, qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Ouais. Oui, c'est sûr, et procède à une forme de coming out quand même. Mastercard, par la voix de son PDG, pas d'un opérateur, le PDG, nous dit, voilà, les cryptos, on va essayer de trouver des solutions pour que les gens puissent plus fréquemment sur notre système Mastercard payer en crypto. On peut déjà le faire, payer en crypto, quand on va dans certains restaurants, certaines boutiques, encore rare, c'est vrai, mais ça commence à monter en puissance. Pour ceux qui choisissent de le faire, payer leurs achats en crypto, quelle est la fiscalité ? Comment ça se passe en termes d'impôts ? Alors, en France, lorsqu'on achète un bien ou un service avec des crypto-monnaies, c'est un événement imposable. C'est-à-dire que, à partir de là, c'est comme si on vendait une crypto-monnaie contre une devise monétaire d'État, donc contre une fiat, contre de l'euro ou contre du dollar. Et donc, il y a l'obligation de calculer et de déclarer donc la plus-value. Même si on a réalisé une moins-value, on a aussi cette obligation de le calculer et de le déclarer. Donc, aujourd'hui, cette réglementation fiscale, ça freine un petit peu à utiliser les crypto-monnaies pour un particulier comme un moyen de paiement quotidien. C'est un tue-l'amour un peu. Un peu, tout à fait, exactement. Donc le cas d'usage de Bitcoin ou des crypto-monnaies comme paiement aujourd'hui, la réglementation fiscale freine un peu ce cas d'usage. Il y a plein d'autres cas d'usage qui sont tout autant intéressants. Bon,
Voilà, sur la fiscalité, si vous souhaitez payer des services en crypto, cette fiscalité, et on peut parler aussi des NFT. Si j'y investis, que je retire de l'argent grâce à des NFT, que je réalise des plus-values via une revente de NFT, comment cela est-il imposé? Est-ce qu'il existe des projets justement pour serrer la fiscalité sur cet univers NFT également, Pierre? Alors là, la question à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément de serrer ou de réglementer, mais c'est juste avoir au moins un texte de loi qui explique ce qu'il faut faire. Dans le sens que, et là pour le coup ça commence à être vraiment urgent, on en avait parlé il y a quelques mois ici sur ce plateau, aujourd'hui le NFT n'est pas défini dans les textes juridiques, donc dans le code général, dont le code général des impôts en France. Et ça, pour le coup, c'est assez problématique. Tant les tout premiers très enthousiastes sur le sujet en achètent, mais ceux qui sont un peu plus type bon père de famille souhaitent avoir une réglementation fiscale qui est précise, qui est claire, qui est établie. Et donc ça, pour le coup, ça commence à être urgent pour le gouvernement de mettre en place une réglementation fiscale pour les NFT. Aujourd'hui, la particularité et la complexité de mettre en place cette définition et cette réglementation fiscale, elle est qu'en fait, les NFT, il y a énormément de choses derrière les NFT. Ça peut être, on l'a vu, un bien meuble, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un bien numérique, ça peut être, je sais pas, un token d'un investissement en immobilier. Et donc, en fait, mettre une certaine unité sur les NFT n'a pas vraiment de sens, et avoir un régime fiscal unique pour les NFT, techniquement, on a besoin davantage creuser pour en mettre un en place. Une œuvre d'art sur un NFT, c'est d'abord une œuvre d'art. L'immobilier en NFT, c'est d'abord de l'immobilier. Donc on peut en effet imaginer que la fiscalité soit celle de l'immobilier ou de l'œuvre d'art, plus qu'une fiscalité spéciale NFT. Alors tout à fait, on pourrait, et ça a été d'ailleurs ce qui a été proposé par un député, un ancien député, Pierre Persson, qui avait été de imposer sur le sous-jacent. Mais par exemple, une épée dans le monde réel ne correspond pas à une épée dans The Sandbox. Donc, oui, il n'y a pas de fiscalité quand on achète et on revend une épée. Parce que celle dans The Sandbox, on peut l'utiliser. Dans le monde réel, on ne peut pas, attention. Voilà, exactement. Leur utilisation, elle est complètement différente. Donc, je pense qu'en tout cas, il y a aujourd'hui une proposition, et donc, elle est de se dire, le NFT devrait correspondre à l'univers numérique. Et donc, avoir une définition autour d'un bien numérique non fongible pourrait être très intéressante, très pertinente. Comme ça, quand non seulement on achète un NFT avec une crypto-monnaie, ce ne serait pas un événement imposable. Il faudra évidemment suivre l'intégralité de ces mouvements pour calculer ses plus-values. Mais quand on en achète un avec des cryptos, c'est pas imposable. Quand on le revend non plus, ça n'est pas imposable. Une question que nous envoie Oscar, ça concerne pour le coup l'évolution des cours des crypto-monnaies, les plus ou moins-values selon leur évolution à la hausse ou à la baisse. Et il nous dit, voilà, dans le monde action, on peut imputer les moins-values sur les plus-values et ainsi se rattraper, même si on a réalisé des moins-values, en les imputant sur les plus-values. Est-ce que ce sera bientôt possible, nous demande-t-il, sur les cours des cryptos et les plus moins-values en crypto? Alors, ça ne l'est pas aujourd'hui possible. Ça fait partie des propositions avec l'ADAN, donc l'association du développement des actifs numériques, que l'on pousse, on encourage. Il y a un certain nombre de propositions aujourd'hui dont on est en train de faire part au gouvernement et aux parlementaires. À l'heure actuelle, c'est pas possible. On l'espère que via le projet de loi finances, seul sort. Vous les sentez à l'écoute, les parlementaires, en ce moment? Après, on a un parlement très divisé, mais il faut parler à plus de groupes qu'avant. Voilà, et très nouveau. Oui, et très nouveau aussi. Oui. Tout à fait. Pauline? Avec très peu d'ailleurs de crypto-députés. C'est vrai qu'en 2019, notamment quand il y avait la loi Pacte et qui s'intéressait aux questions de fiscalité sur les crypto-monnaies, on avait pas mal de crypto-députés, que ce soit Pierre Persson, Laure de la Rodière, Éric Woerth, Jean-Michel Miss. Et ils sont sortis crypto-dépités. Oui, mais on n'entend plus parler à l'heure actuelle de crypto-députés. Pierre Persson a d'ailleurs quitté la vie politique. Les autres, on les entend plus sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'il y avait les élections en France, beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a pas parlé, mais où sont-ils? Eh bien, vous serez là pour participer à cette pédagogie auprès du grand public dans ce club BFM Crypto qui fait sa grande rentrée aujourd'hui. La newsletter BFM Crypto aussi, grande rentrée tout à l'heure à 18h. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, abonnement gratuit sur cette newsletter chaque lundi 18h, cette newsletter que vous concocte Pauline Armandet. Merci Pauline. Merci. Nous avoir accompagné, notre spécialiste crypto sur BFM. Merci Pierre. Merci. Pierre Morisot, cofondateur et directeur général de Waltio. Dans un instant, on se reconnecte à la finance traditionnelle, le CAC 40 toujours en baisse. Notre club consacré au marché financier jusqu'à la clôture, c'est juste après la pause. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.